Voici le détroit du Bosphore et 43 000 navires y passent chaque année. C'est une voie navigable naturelle, elle a été créée par la nature, pas creusée par les hommes. La partie la plus étroite du détroit ne fait que 698 mètres et ça pose des problèmes. Avec la croissance du transport maritime, l'augmentation de la taille des navires et surtout la hausse du transit de navires transportant du carburant et autres matières dangereuses, la pression sur le détroit atteint des sommets. Et ça représente un sérieux danger pour Istanbul. Le Bosphore est étroit et il comporte des virages serrés ainsi que des courants forts, ce qui rend le transport maritime délicat. Sans parler du trafic intra-urbain qui s'ajoute aux navires de passage. Des centaines de milliers d'habitants vivent des deux côtés du Bosphore et tout au long de la journée, le détroit sert de route commerciale, de centre résidentiel et de lieu de transit pour des millions de gens. Chaque année, le Bosphore devient un peu plus dangereux pour les navires en transit. Il y a 100 ans, seuls 3 000 à 4 000 navires y passaient annuellement, mais aujourd'hui ce nombre atteint 45 000 à 50 000. Les gros navires attendent en moyenne 14h30 pour passer, mais le délai peut s'allonger à 3-4 jours. En conséquence, les pétroliers perdent des millions. Les pertes quotidiennes pour les pétroliers de plus de 200 mètres de long, par exemple, dépassent 110 000 €. Certains ont alors eu une idée, la conception d'une voie navigable alternative. Mais de quelle longueur? Combien coûtera-t-elle? Et en vaudra-t-elle la peine? Je vais tout vous dire, mais seulement après un café. Voici un rappel discret de faire une certaine chose sous la vidéo, et merci à ceux qui comprennent mon désir d'anonymat. Pour commencer, voici quelques faits importants. Le détroit du Bosphore est en plein cœur d'Istanbul, séparant l'Europe et l'Asie. En d'autres termes, il fait partie de la ville. De plus, c'est la seule voie navigable reliant la mer Noire à la mer de Marmara. Avec le détroit des Dardanelles, c'est la seule route maritime reliant la mer Noire à la Méditerranée et par extension au reste du monde. Sa position unique signifie que le Bosphore est le seul moyen pour des acteurs majeurs comme la Russie, la Bulgarie, la Géorgie, la Roumanie et l'Ukraine d'atteindre la Méditerranée. Compte tenu de tout ça, le détroit est une voie navigable clé dans la région depuis des siècles. Il joue un rôle majeur dans le commerce mondial et il occupe une place importante sur la carte maritime internationale car il est très fréquenté et toutes sortes de navires y passent. Il y en a de toutes les tailles et pour tous les usages. Voici par exemple une carte thermique montrant le trafic maritime près du Bosphore. Les zones rouges indiquent les navires stationnés en attendant d'emprunter le détroit. Il forme une sacrée file car presque 3 fois plus de navires passent par le Bosphore quotidiennement que par le canal de Suez. De plus, 3% de la demande mondiale en pétrole transite par le Bosphore. Vous imaginez à quel point c'est crucial pour la sécurité énergétique mondiale. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. En fait, le trafic dans le détroit a considérablement augmenté depuis la signature de la Convention de Montreux en 1936. Elle a fixé des restrictions du trafic maritime dans le détroit. Elle permet aux navires commerciaux de passer librement, tandis que les navires militaires sont soumis à certaines limites. De plus, la Turquie n'émet pas de permis de transit et elle ne peut pas imposer des frais élevés comme pour le canal de Suez, mais elle fait respecter les règles sur le tonnage et les types de navires autorisés à entrer dans la mer Noire. Ainsi, la Turquie possède le Bosphore, mais elle ne peut pas faire payer les navires qui le traversent. Enfin, c'est pas tout à fait exact. Le passage n'est pas gratuit, il y a quand même des frais. Il couvre les phares, les secours, les services sanitaires, les remorqueurs et les pilotes. Mais la Convention ne permet pas à la Turquie d'exercer un contrôle total sur la question. Et maintenant, il est temps de parler de l'alternative au Bosphore, le canal d'Istanbul. Il est censé changer les choses et rapporter des profits plus significatifs au pays. En effet, en janvier 2018, le Premier ministre turc a annoncé que le canal d'Istanbul ne serait pas soumis à la Convention de Montreux. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles sa construction sera rentable. Le président turc voit ce projet comme le joyau de la longue liste de méga-projets lancés depuis son arrivée au pouvoir il y a 19 ans.
Il promet que le canal d'Istanbul deviendra une source de fierté pour le peuple turc, une merveille moderne qui rendra le monde entier jaloux. Bref, les attentes habituelles pour un méga projet. Mais quelle est sa véritable échelle? Le canal d'Istanbul a été proposé par le président turc Recep Tayyip Erdogan en 2011. Selon le plan, il devrait être très similaire au détroit du Bosphore et relier la mer de Marmara à la mer Noire, tout en transformant la partie ouest d'Istanbul en une île. L'objectif est de creuser le canal à travers des forêts et des terres agricoles pour qu'il soit parallèle au Bosphore. Enfin, plus ou moins. Il passera aussi par le lac Küçükçekmece, près de la mer de Marmara, à travers les districts d'Istanbul, puis il atteindra la mer Noire, au nord de la ville. Le canal traversera le lac sur 7 km, puis pendant 3,1 km et 6,5 km, il traversera les districts d'Istanbul et la partie principale du trajet, longue de 28,6 km, traversera la ville d'Arnavutköy. D'ailleurs, elle fait aussi partie de la province d'Istanbul. Le canal fera 45 km de long, avec une largeur au fond d'au moins 275 mètres et une profondeur de 20,75 mètres. Ces dimensions permettront le passage de pétroliers de 275 mètres avec un tirant d'eau de 17 mètres et un poids de 145 000 tonnes. Ces pétroliers seront les plus gros navires qui emprunteront le passage. Quant au nombre, on s'attend à 160 navires par jour, le même volume de trafic que dans le Bosphore. 160 navires d'un côté, 160 de l'autre. Ça devrait aider à réduire l'attente. Mais on reparlera des avantages du canal un peu plus tard. Avant tout, il faudra le construire. On a calculé que le volume de terre qui sera excavé sera de 1,17 milliard de mètres cubes. Une grande partie de cette terre sera utilisée comme remblai côtier dans la mer Noire pour créer des fortifications côtières et des zones de loisirs. Mais transporter une telle quantité de matériaux n'est pas une mince affaire. Surtout en pleine ville. Les autorités se veulent rassurantes. Elles promettent que le creusement du canal n'affectera pas le trafic à Istanbul. Les matériaux excavés seront transportés vers des sites désignés dans la mer Noire par des routes dédiées le long du canal. Les routes de la ville et les rocades ne seront pas utilisées dans ce but. J'y pense, et les séismes? Tout le monde se souvient encore des puissantes secousses qui ont frappé la Turquie à l'hiver 2023, faisant plus de 50 000 victimes, non? Eh bien, les auteurs du projet disent qu'il n'y a pas une seule ligne de faille active le long du tracé du canal d'Istanbul. La faille nord-anatolienne est à 11 km du canal et la seconde faille la plus proche est à 30 km. Mais d'éventuels séismes ont quand même été pris en compte lors de la conception du canal qui pourra résister aux chocs sismiques les plus forts, qui ne se produisent dans la région qu'une fois tous les 2475 ans. Malgré la nature ambitieuse du projet, il a été accueilli avec scepticisme quand Erdogan l'a évoqué pour la première fois. La principale préoccupation concerne son tracé, qui pourrait emprunter des zones boisées où se trouvent d'importantes sources d'eau douce. Ces sources approvisionnent Istanbul depuis le XVIIe siècle, donc il est peu probable qu'une alternative existe. De plus, le canal risque de perturber l'équilibre naturel des courants et contre-courants entre la mer Noire et la mer de Marmara, agissant en quelque sorte comme un tuyau par lequel l'eau polluée de la mer Noire coulera dans la Méditerranée. Ça menacera des écosystèmes entiers ainsi que la stabilité d'espèces endémiques. Il faut aussi savoir que la mer de Marmara est plus salée que la mer Noire et leur fusion au niveau du canal pourrait changer les courants marins, les températures et les niveaux d'oxygène. Dans le pire des cas, ça pourrait même anéantir la vie marine. Cependant, les autorités sont confiantes. Elles ont tout prévu et elles affirment que ces problèmes n'en sont pas vraiment. Examinons ça étape par étape. Bien, la consommation annuelle d'eau d'Istanbul est de 1,6 milliard de mètres cubes. La production annuelle du lac Terkos est de 133,9 millions de mètres cubes par an. Après l'achèvement du canal, le volume d'eau dans le lac baissera de 2,7 millions de mètres cubes par an. Si ça affecte les résidents d'Istanbul, ce sera à peine perceptible. Et l'impact sur la nature? Les représentants du projet disent ceci. La zone autour du canal verra un ajout de 91,24 millions de mètres carrés d'espace, dont 4,67 millions de mètres carrés de nouvelles zones forestières et 86,5 millions de mètres carrés de zones vertes et de terrains de sport. Ces chiffres dépassent largement les zones affectées par la construction. Ainsi, ils promettent d'embellir la zone.
Honnêtement, je n'ai pas tout compris au problème du mélange des eaux, mais les responsables du projet disent que tout ça n'est qu'un problème d'ingénierie, ce qui signifie qu'il peut être résolu. De plus, les avantages devraient contrebalancer les éventuels inconvénients. D'abord, le canal sera une route plus sûre pour les navires. Regardez les chiffres. Dans les années 1930, le trafic maritime dans le Bosphore se limitait à des navires de 50 mètres de long, mais aujourd'hui, des navires de 350 mètres peuvent y passer. En 2010, 672 millions de tonnes de marchandises ont traversé le Bosphore, et en 2018, on a atteint 849 millions de tonnes. Dans les années 1930, 3000 navires y passaient, mais en 2019, c'était 43 000. D'ici 2050, on table sur 78 000 navires par an, et d'ici 2070, ce nombre grimpera à 86 000. Selon les études basées sur le risque de collision, le canal d'Istanbul sera 13 fois plus sûr que le Bosphore au niveau de ses sections les plus biscornues. Quant au risque d'échouement, le nouveau canal l'emporte également, il sera 2 fois plus sûr que le Bosphore. Un autre avantage pour les armateurs et les entreprises intéressées par la route est d'ordre économique. Aujourd'hui, le coût total de l'attente des navires tout au long de l'année atteint 0,9 milliard d'euros et le canal d'Istanbul offrira un énorme avantage aux navires en transit. Ils pourront passer plus vite, donc ils perdront moins d'argent. Les partisans du projet soutiennent qu'il augmentera le trafic maritime à travers le détroit. De plus, le transit des navires se fera loin des zones densément peuplées d'Istanbul et les frais de transit contribueront généreusement au budget. Bien, et le calendrier ? En matière de délai, les promoteurs semblent prendre la construction du canal au sérieux. Ils ont mené des recherches à l'aide de modèles numériques et évalué les risques de séismes, de tsunamis et de tempêtes. Ils ont aussi conduit des études géologiques et examiné des projets exhaustifs. Le 15 janvier 2018, le tracé du projet a été annoncé et pour info, il a été choisi parmi 5 options considérées comme les plus prometteuses. Le 26 juin 2021, la construction d'un pont au-dessus du futur canal d'Istanbul a commencé et selon Erdogan, ça a marqué le véritable point de départ du projet. Selon le plan initial, les travaux préparatoires de construction doivent prendre 1 an et demi. La construction de l'ensemble du canal doit prendre 5 ans et demi, donc si tout va bien, le projet devrait être terminé en l'espace de 7 ans. Il faut bien comprendre que, en plus du canal lui-même, beaucoup d'autres choses seront construites, comme des ports, dont un grand terminal à conteneurs sur la mer Noire, près de l'aéroport d'Istanbul, mais aussi des centres logistiques et des îles artificielles qui seront intégrées au canal, ainsi que de nouvelles zones résidentielles résistantes au séisme qui seront bâties le long du canal. Dans le cadre du projet du canal d'Istanbul, on doit aussi construire 2 villes connectées, de nouveaux quartiers basés sur une architecture horizontale. Elles enrichiront Istanbul de moyens de transport, de services sociaux et d'espaces verts. Ces nouveaux quartiers pourront abriter 500 000 personnes. Pourtant, on s'attend à ce que la population totale d'Istanbul reste la même. Ces zones offriront simplement de nouvelles options en matière d'immobilier. On ignore encore si ces quartiers seront abordables, mais ça reste une bonne nouvelle. Mais combien tout ça va coûter ? À ce jour, le coût total du projet est de 13,8 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent et il ne sera pas facile de trouver une telle somme, mais le canal aura bien des avantages. Il permettra notamment de préserver le caractère historique d'Istanbul, il assurera la sécurité des habitants de la ville et il bénéficiera à tout le pays. Si tout ça s'avère exact, l'argent dépensé ne l'aura pas été en vain. De plus, avec l'aide du canal, la Turquie espère stimuler le commerce international et accroître l'importance stratégique du pays, ce qui ne peut pas se mesurer en seuls termes monétaires. Cependant, si on tient compte du déplacement et de la reconstruction d'autoroutes, de routes, de canalisations, de lignes électriques, de quartiers entiers et ainsi de suite, le coût total, selon les rapports, sera bien plus élevé et atteindra 230 milliards d'euros. 8 000 à 10 000 personnes seront impliquées dans la construction du projet et 500 à 800 autres seront nécessaires pendant la phase opérationnelle. Bien sûr, la création d'emplois est aussi un avantage du canal. Le gouvernement s'attend à ce que le canal rapporte 7,4 milliards d'euros par an, notamment grâce aux frais de transit. Les critiques, cependant, remettent ce chiffre en question. Ils pensent même que le revenu net pourrait être négatif. Bon, mais quel est leur argument ? Certains critiques pensent que le canal d'Istanbul n'est pas nécessaire.
Les compagnies maritimes ne réclament pas une nouvelle route et les données le confirment, bien que le tonnage augmente légèrement, le nombre de navires diminue. Bien qu'il y ait parfois des incidents sur le Bosphore, il n'y a pas eu d'accident sérieux depuis 40 ans grâce aux améliorations dans la gestion du trafic introduites par le gouvernement turc. Renforcer encore la sécurité ne nécessite pas de nouvelles constructions. Il existe des solutions plus rapides, moins chères et plus simples, et qui ne nécessitent pas de creuser quoi que ce soit. En fait, pour une fraction du coût du nouveau canal, on pourrait augmenter le nombre de personnel de sécurité et acheter des remorqueurs et équipements de navigation plus modernes. La plupart des capitaines interrogés par des journalistes turcs ont dit qu'ils emprunteraient le Bosphore plutôt que le nouveau canal, malgré la question de la sécurité. Un rapport du ministère des Transports prévoit que 54 900 navires emprunteront le nouveau canal en 2026 et que ce nombre atteindra 68 000 d'ici 2039. Mais la vérité est que ces 10 dernières années, le nombre de navires traversant le Bosphore est passé de 53 000 à 38 000 par an à cause de la pose de pipelines et de la dépendance moindre aux combustibles fossiles de certains pays. Alors, le canal d'Istanbul est-il vraiment nécessaire ? C'est une bonne question. La nouvelle du jour est que j'ai vérifié le niveau de l'inflation en Turquie et ça fait peur. Interdiction de critiquer. Avec tout ce que je vous ai dit, vous avez sans doute compris que le nouveau canal proposé par Istanbul est le plus ambitieux des projets turcs récents. Cependant, il est vivement critiqué et les arguments des opposants semblent solides, mais les deux principaux problèmes sont les dommages environnementaux et les coûts énormes. Vous vous souvenez de la Convention de Montreux de 1936 ? Elle a ouvert le Bosphore à la navigation civile et aux flottes des pays voisins de la mer Noire, mais elle ne s'appliquera pas au nouveau canal. En théorie, ça signifie que la Turquie pourrait autoriser tous les navires, y compris militaires, à atteindre la mer Noire. Et ça n'annonce rien de bon. Certains n'hésitent pas à le dire en public. En Turquie, 10 amiraux en retraite ont été arrêtés pour de telles critiques. Des mandats d'arrêt ont été émis en 2021 après qu'un groupe de 104 anciens officiers de marine de haut rang a signé une lettre ouverte. Elle affirmait que le canal nuirait à la sécurité de la Turquie car il invaliderait un traité international conçu pour empêcher la militarisation de la mer Noire. La déclaration a été accueillie avec fureur par les officiels turcs qui y ont vu une menace de l'armée destinée au gouvernement. Après ça, le bureau du procureur a ouvert une enquête et 4 autres personnes soupçonnées d'avoir préparé la déclaration ont été convoquées par la police. Embouteillage dans le Bosphore. En décembre 2024, la compagnie maritime Tribeca et le ministère des Transports ont annoncé que le trafic à travers le détroit du Bosphore avait été suspendu à cause d'un pétrolier dont le moteur était tombé en panne en transitant vers le nord par le détroit. Tribeca a dit que le pétrolier Cordelia Moon, qui battait pavillon panaméen en route vers la Russie, avait eu une panne près de Yenikoi et qu'un navire de secours avait été envoyé. Ça arrive, il y a des accidents partout, mais ce n'était pas le premier à causer un arrêt du trafic dans le Bosphore. La même année, l'un des canaux maritimes les plus fréquentés au monde a été fermé après qu'un vraquier d'une capacité de 81 623 tonnes s'est échoué dans le détroit. Construit en 2012 et battant pavillon libérien, le navire Alexis se dirigeait vers Port Saïd en Égypte depuis l'Ukraine. Les services turcs de la sécurité côtière ont rapporté que le vraquier avait eu une panne et qu'il s'était échoué en empruntant le détroit du Bosphore vers la mer de Marmara. 4 remorqueurs, un bateau de secours rapide et des plongeurs ont été envoyés sur les lieux. J'espère qu'ils ont réussi à dégager le vraquier. En 1991, juste après Noël, un pétrolier s'est échoué dans le Bosphore et a déversé 800 tonnes de diesel dont le nettoyage a demandé un temps fou. Vous voyez où je veux en venir. Quand une voie navigable est si fréquentée et que cette voie est le seul lien entre deux mers, embouteillage et immobilisation due à des accidents sont inévitables. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé dans le canal de Panama ? C'est la même chose à plus petite échelle. Le nouveau canal pourra-t-il échapper à de tels incidents ou deviendront-ils 2 fois plus fréquents ? L'avenir le dira.
Carte des points chauds. En 2021, une carte des zones où se produisent de nombreux incidents a été mise en ligne. Je veux dire, des incidents maritimes. Grâce à cette carte, il est devenu clair que certaines zones sont bien plus sujettes aux incidents de navigation que d'autres. Spoiler, le Bosphore est sur cette carte. Dans les zones rouges, les incidents sont très fréquents, dans les zones jaunes, ils sont assez fréquents, et dans les zones vertes, ils sont peu fréquents. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est les zones les plus dangereuses et pourquoi elles le sont. Si on regarde la carte, il est clair qu'il n'y a presque aucun incident dans les eaux ouvertes. Mais ils sont nombreux dans les passages étroits, comme les rivières et leurs embouchures, surtout en Amérique. Les fleuves les plus fréquentés, comme le Paraná, le Mississippi et le Saint-Laurent, sont parmi les zones les plus risquées au monde. Les détroits voient également un grand nombre d'incidents. Le détroit du Bosphore en Turquie se distingue et plusieurs points chauds correspondent au détroit d'Asie du Sud-Est. On relève aussi beaucoup d'incidents dans le détroit de Malacca. Mais la dangerosité du Bosphore explique le nombre d'incidents dans cette zone. La troisième catégorie est celle des canaux. Le plus grand risque d'incident est observé dans le canal de Suez et le canal de Kiel. En bref, si vous êtes capitaine d'un navire, cette carte vous sera certainement utile. Traverser le Bosphore sur un fil. Il s'avère qu'il est non seulement possible de traverser le Bosphore, mais également de passer au-dessus. Non, je ne parle pas d'avion. En 2024, l'Estonien Jaan Roos a franchi 1047 mètres entre les parties est et ouest d'Istanbul en 47 minutes et grâce à ça, il est entré dans l'histoire. Pendant sa cascade, il a dû lutter contre un vent de 21 km/h et une température de 23 degrés. Comme Roos l'a dit lui-même, les conditions venteuses lui ont compliqué les choses, mais elles ont rendu la traversée plus excitante. C'est le moins que l'on puisse dire. Pour sa cascade, Roos se trouvait à 165 mètres au-dessus du détroit. En parlant de défis, Roos, qui a découvert la slackline après une carrière sportive dans le parcours, a précisé les difficultés techniques liées à sa traversée du Bosphore. L'une d'elles était que la corde pesait plusieurs centaines de kilos et sa tension changeait selon le vent. Au milieu, elle s'affaissait de 35 à 40 mètres et il a fallu l'ajuster pour que tout se passe comme prévu. L'athlète de l'extrême a par ailleurs dit qu'il craignait le vide. Curieux d'avoir choisi un tel loisir dans ce contexte, vous trouvez pas ? Superfloraison dans le Bosphore. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du détroit du Bosphore, mais vous l'avez déjà vu en vrai ? D'ordinaire, ces eaux sont bleues, calmes et magnifiques. Et en 2017, la scène est devenue féerique. L'eau du détroit a viré au turquoise vif à cause du phytoplancton. Le détroit qui traverse Istanbul est l'une des principales attractions de la plus grande ville de Turquie. Il attire des touristes du monde entier. Ainsi, voilà une raison de plus pour eux de s'émerveiller. Le plancton Emiliania huxleyi est entré dans sa phase de floraison. Mais les habitants, loin d'admirer la chose, étaient inquiets. Parmi les causes envisagées, il y avait notamment la pollution ou encore les séquelles d'un séisme. Mais comme vous pouvez le deviner, l'explication s'est révélée bien plus simple. L'effet du plancton était si frappant que même la NASA en a pris note et a publié une photo de la mer Noire sur les réseaux sociaux. De plus, elle a expliqué sur son site ce qu'était une floraison de phytoplancton, un événement annuel. L'océanographe de la NASA Norman Curing a annoncé que l'augmentation de la réflectivité de la mer Noire en mai, culminant en juin, correspondait au relevé des autres années. Cependant, la floraison de 2017 s'est avérée être la plus vive des 5 dernières années. Vous me devez un like. À plus.